On va poursuivre maintenant, on va se mettre au travail avec d'autres invisibles travailleurs du clic. Carte blanche au sociologue Antonio Casilli. Vous êtes professeur à Télécom Paris, chercheur associé à l'EHESS. Vos recherches portent sur les enjeux du numérique. Bonjour, bonsoir Antonio Casilli. Bonsoir à vous. Je présente quand même Henri Poulain, donc l'un des réalisateurs avec Julien Goetz de Invisibles, les travailleurs du clic. Et on va tout de suite voir un extrait en avant-première de cet indispensable et troublant documentaire. C'est très important donc d'introduire. Donc, je voudrais vraiment que, avec Henri, on puisse dépenser vraiment quelques mots pour expliquer ce projet. C'est un projet qui nous a pris 1 an et demi de travail. Voilà. 1 an et demi de travail et qui va bientôt être présenté sur France Télévisions /, qui est une chaîne numérique. Est-ce que tu peux nous raconter un peu de quoi il est question dans ce documentaire en 4 épisodes, 90 minutes? Oui, donc le thème de la série documentaire, c'est en 4 épisodes de 25 minutes à peu près chacun. C'est bien sûr les invisibles, les travailleurs du clic, ceux qu'on ne voit pas, ceux qu'on ignore. Toutes les plateformes que l'on utilise au quotidien, Google, Facebook, Twitter, Airbnb, que sais-je encore. On imagine, elles fonctionnent au doigt et à l'œil. Et on nommait complètement qu'il y a des dizaines de millions de personnes qui les font fonctionner en arrière-plan, qui sont pour la plupart du temps extrêmement précarisés, des micro-travailleurs, employés à la tâche, invisibilisés au sens où ils signent tous des contrats, leur interdisant même de dire qu'ils travaillent pour ces plateformes, puisqu'il y a ce mythe-là, qui est un mythe absolument extraordinaire de l'intelligence artificielle, de l'algorithme tout-puissant. Les choses se feraient comme par magie, et puis cette magie-là permet effectivement d'invisibiliser des travailleurs, et donc par conséquent de les exploiter encore plus que on ne pouvait le faire. Voilà, une espèce de rêve, de fantasme néolibéral qui arrive à une sorte de paradigme, de point final. L'enquête a été un peu complexe parce que c'est pas simple d'obtenir l'autorisation de témoins qui vont témoigner d'une vie pas spécialement rigolote, pas spécialement glamour, dont on n'a pas spécialement envie de se prévaloir. Voilà, donc de Dublin à Barcelone, de Madagascar à Lyon, on a fait un tour on a rencontré des gens qui témoignent de leur réalité. Voilà, je pense que l'extrait qu'on va vous passer est un extrait du 2e épisode qui traite plus particulièrement des micro-travailleurs, micro-travailleuses à destination de plateformes aussi diverses que la modération pour Disneyland Paris, par exemple, vous le verrez, ou la SNCF, ou BNP Paribas, ou toutes sortes d'enseignes françaises qui font beaucoup d'argent, les entreprises du CAC 40 qui règnent. Voilà. Donc je pense que les images valent mieux qu'un long discours. Avant de lancer les images, moi je voudrais vraiment te demander d'abord, voilà, il y a un certain nombre de choix faits, même du point de vue vraiment de la cinématographie, si l'on veut. Donc, si tu pouvais au moins parler brièvement de quel est le style qu'on a choisi par rapport aux autres documentaires qui existent, parce que ça commence effectivement à être un petit corpus de documentaires, si vous avez vu peut-être The Cleaners, ou même des productions françaises comme Le Cache Investigation récemment qui portait sur ces sujets, quand même. Par-delà ça, il y a donc des choix stylistiques que tu as fait, donc c'est bien à mon avis si tu pouvais nous raconter un peu. Et deuxième chose, ce documentaire ou cette série documentaire par rapport aux autres a une particularité. Elle ne se concentre pas exclusivement sur le vécu et le quotidien de ces travailleuses, ces travailleurs, mais elle cherche aussi, elle trouve aussi des pistes de sortie, de lutte, d'insurrection, de sursaut individuel ou collectif. Oui, on n'en reste pas bien sûr au constat dramatique. Constat dramatique, donc effectivement, dans les options cinématographiques, mais moi j'ai toujours du mal à en parler parce que si elles ne transparaissent pas comme des évidences quand on voit le film, ça sert à rien de les théoriser. Mais on essaie d'être à hauteur d'homme, d'entendre des gens qui ne parlent pas habituellement, donc on met pas de commentaires, on met pas de voix off, il n'y a pas de sachant à ce moment-là. On a vraiment une parole directe, brute, et encore une fois, brute, très originale, très singulière, et qui en même temps, à force d'être singulière, devient archétypale. Bon, voilà, ça c'est des mots. En revanche, effectivement, le 4e épisode est consacré à des pistes
effectivement à la fois de rébellion ou de solution, parce qu'il n'est pas question de rester passif face à cet état de fait. Il est tout à fait possible d'envisager une autre manière de faire, évidemment, sur plein de champs, le champ juridique, syndical, et les champs plus fondamentaux que nous propose Antonio dans le film, qui est plus qu'un accompagnateur du film, également celui qui a d'une certaine manière théorisé la problématique du digital labor et qui par conséquent est le plus à même peut-être de saisir les perspectives de sortie de cette problématique. Oui, avant de nous asseoir parmi vous et regarder avec vous cet extrait, seulement un petit rappel. Donc là, on va voir vraiment un extrait de 12 minutes. C'est vraiment pour lancer la conversation de ce soir, la série. Je crois que malheureusement, on est sold out. Il reste quelques places quand même. À partir, je disais, du 12 février, la série sera disponible sur France Télé / et quelques jours après, tout de suite piraté sur Peertube et sur YouTube. Je souhaite tous mes deux. Voilà, vous êtes vraiment les premiers à voir cet extrait de cette série documentaire. Donc encore une fois, je remercie Henri Poulain, réalisateur et auteur, co-auteur. Voilà, merci. Et je vais donc enchaîner en vous présentant quelques éléments théoriques pour vous donner un peu le contexte, parce que là vous avez vu en effet le vécu, le quotidien de ces personnes. Merci Ariane. Donc je vous disais, en effet, nous avons écouté ces travailleuses qui bien évidemment, sont aussi en plus des personnes diplômées et qui ont une manière de raconter leur vie extrêmement précise et en plus, en effet, en soulignant des éléments qui relèvent d'une part de l'exploitation, de l'autre, évidemment, des restes du colonialisme, mais en même temps, ont l'impression de réaliser un travail qu'elle qualifie de modération, dans d'autres cas on parle de transcription, ou de travail, merci, pour des entreprises. Et le fait que le travail que ces plateformes proposent aujourd'hui relève d'un phénomène qui est beaucoup plus vaste et que pour les fins de cette présentation, j'ai choisi de qualifier de servicialisation du vivant, ce qui est une traduction certes maladroite d'un terme qui, c'est en 2006 que Jeff Bezos, que vous connaissez parce qu'il est évidemment le propriétaire et fondateur de Amazon Mechanical Turk, présente au MIT de Boston un nouveau service, un service que Amazon vient de lancer. Ce service s'appelle Amazon Mechanical Turk. Aujourd'hui, 2020, je suis certain que quelques-unes et quelques-uns d'entre vous ont déjà entendu parler de ce service. Je vais vous raconter dans un instant de quoi il est question, mais Amazon Mechanical Turk est, à cette époque, l'un des piliers de la stratégie de Amazon, qui cesse d'être exclusivement un catalogue de vente en ligne et devient un catalogue de vente de travail humain. Donc une sorte d'agence intérim, mais à la tâche, voire à la micro-tâche. Ce que Jeff Bezos explique aux informaticiens et aux businessmen du MIT ce jour-là est qu'ils ont testé en interne un petit service qui permet, par exemple, de faire à la main certaines tâches qui normalement seraient confiées à des intelligences artificielles ou d'autres logiciels qui permettent l'automatisation de certains services métiers. Que sais-je, par exemple, reconnaître les doublons dans leur catalogue, ou retranscrire des documents, ou créer, que sais-je, des playlists de morceaux de musique. Et il dit
c'est pour nous une véritable innovation parce qu'on vient d'inventer l'intelligence artificielle artificielle. C'est-à-dire qu'on vient d'inventer le travail nécessaire pour faire marcher tous les dispositifs qui allaient s'imposer dans les 10 années suivantes. Donc l'intelligence artificielle que nous connaissons, qui n'est pas faite en réalité d'intelligence surpuissante ou de robots qui sont véritablement capables de remplacer le travail humain, mais de dispositifs beaucoup plus humbles, beaucoup plus simples et simplistes, même à la limite, on les a dans les poches. Voilà, c'est par exemple les Siri, les Cortana, pour les moins chanceux d'entre vous, les Cortana, ou les systèmes de pilotage automatique de certains modèles de Tesla ou d'autres producteurs. Et il explique, Jeff Bezos, à ce moment, nous pouvons même écrire un code comme celui-là, alors c'est un faux code, je vous rassure, qui nous permet, par exemple, d'embaucher des personnes dans le code. C'est-à-dire que là, au lieu d'écrire un code, un programme, un logiciel, finalement, qui réalise des tâches automatiques, ce logiciel, finalement, délègue des tâches aux êtres humains. Et ces êtres humains sont payés très peu, très faiblement, pour réaliser un travail illisible, mais faites-moi confiance, qui devient finalement un travail de service pour la machine. On a inventé, dit Jeff Bezos, Humans as a Service. Et de ce point de vue-là, il a vraiment inventé une formule qui a ensuite été reprise par mon collègue professeur d'Oxford, Jeremias Prassel, pour définir finalement une manière de mettre les êtres humains au travail pour qu'ils et elles fassent l'activité nécessaire pour faire marcher les intelligences artificielles. Et là, on est face vraiment à la naissance d'une nouvelle force de travail, voire de micro-travail, des tâcherons du clic, des personnes qui sont payées à la tâche pour réaliser des fonctions très simples, encore une fois, retranscrire, modérer, lire et filtrer, certaines des activités que nos travailleuses malgaches réalisent et effectivement habituent ou plutôt calibrent des filtres automatiques qui, par exemple, filtrent des contenus ou produisent la base de données qui peut servir par exemple à des chatbots pour ensuite prononcer ou plutôt et transmettre des phrases standards. Et là, on est face à l'émergence d'un nouveau type de travail aussi, qu'on définit aussi de digital labor, le travail du doigt. Ce nouveau type de travail est un travail qui est basé d'une part sur la standardisation des activités humaines réduites à des micro-tâches. La plus petite des micro-tâches, la plus petite unité, c'est vraiment le clic. Et ensuite, c'est un travail qui est datafié, c'est-à-dire qui est un travail qui produit des données et qui est basé sur les données. On a, si vous voulez, 3 familles de plateformes sur lesquelles on peut réaliser ce digital labor. Dans la série documentaire, vraiment, on a consacré un chapitre, j'allais dire, mais un épisode à chacune de ces familles de micro-travailleurs, de travailleurs du clic. Donc le premier, en réalité, vous le voyez dans nos villes, dans nos rues, et en même temps, on ne le reconnaît pas en tant que travail du clic. C'est le travail des livreurs Deliveroo, des chauffeurs Uber, qui passent en réalité un temps assez limité de leur journée de travail sur leur vélo ou en train de conduire leur voiture. La partie la plus importante de leur activité, au fait, consiste à produire des données sur l'application mobile de Deliveroo, Foodora et Uber et Uber Eats. En réalité, à produire aussi les données qui sont par la suite d'une part vendues par ces entreprises et de l'autre utilisées pour entraîner des types particuliers d'intelligence artificielle qui sont celles qui régissent les robots livreurs et surtout les véhicules sans chauffeur. Ensuite, on a des plateformes qui sont comme celles dont parlait Jeff Bezos, je vais vous en parler dans un instant. Et après, on tombe dans la modération de contenu, comme celle que, donc, justement, a été réalisée par nos travailleuses malgaches, mais aussi celle qui permet aujourd'hui d'avoir des plateformes qui opèrent une censure au préalable de certaines
expression humaine. Par exemple, sur certaines plateformes, la nudité est interdite. Pensez à Facebook. Facebook est un réseau monde dans lequel manque un certain aspect assez important du monde, c'est-à-dire la sexualité humaine, qui est absolument annulée. Et c'est pas fait automatiquement. Au fait, c'est fait par des personnes qui, à longueur de journée, regardent les contenus que nous partageons sur Facebook et dès qu'ils trouvent de la nudité ou des contenus explicitement sexuels, les virent. Mais c'est aussi des personnes qui, à longueur de journée, regardent ça. Donc imaginez qu'est-ce que ça peut faire, même en termes de traumatisme parfois, ou en effet de psychisme. Et le dernier élément que j'aimerais souligner est que ces formes de ces types de digital labor se situent sur un continuum, voyons qu'est-ce que ça fait du point de vue de l'animation, oui, entre du travail sous-rémunéré, encore une fois, pensez à Uber, les VTC Uber, et un travail micro-rémunéré, donc un travail payé très peu. Je vais vous dire dans un instant le niveau moyen de ces rémunérations. Et un travail qu'on peut parfois même considérer comme gratuit. Je mets ça entre guillemets parce qu'il n'y a pas de gratuité dans ce monde. En réalité, il s'agit plutôt de travail non rémunéré. À la limite, quelqu'un, et moi je l'ai fait, pourrait produire l'argumentaire selon lequel les clics que nous-mêmes produisons chaque jour sont une manifestation de ce travail-là. Alors, commençons plutôt par le travail de Uber. Encore une fois, la version ostensible du travail de Uber, du travail de VTC, vous la voyez. Parfois, vous-même, vous avez bénéficier ou profiter de ce type de service. En même temps, pour un chauffeur Uber, le travail, 60% selon certaines estimations de son travail, consiste à, par exemple, choisir la bonne photo, comme si Uber était un Tinder qui n'est pas fait pour matcher deux personnes qui veulent se rencontrer à des fins sexuelles ou sentimentales, mais plutôt pour matcher deux personnes dont l'une veut être déposée à un endroit et l'autre est prêt à réaliser ça. Il y a énormément de travail de la donnée pour pouvoir gérer les données de géolocalisation. Uber en particulier est une application particulièrement vorace en termes de données de géolocalisation. Elle vous géolocalise même si vous avez éteint l'application. Et surtout, il y a cette épée de Damoclès des chauffeurs Uber, ce 4,7 astérisque, 77 en fait, astérisque, qui est le score de réputation. Le score de réputation des chauffeurs Uber est vraiment le danger, la menace principale, même pas une menace fantôme, mais une menace très présente parce que en réalité, ce score est calculé sur la base des notes que chaque passager laisse pour le chauffeur, et ces notes sont complètement arbitraires. Parfois, quelqu'un qui parle trop, vous donnez 2 étoiles. Quelqu'un qui parle, qui est trop silencieux, donc vous donnez 2 étoiles. Le véhicule n'est pas parfaitement propre, et là encore une mauvaise note. Et évidemment, si vous êtes un chauffeur, vous ne répondez pas, vous n'acceptez pas suffisamment de courses, votre note baisse. Si vous n'êtes pas disponible à certains moments, à certains créneaux, et vous aviez donné votre disponibilité, là encore, votre note baisse. Si votre note baisse trop, vous êtes désactivé, qui est la chose la plus proche au licenciement pour Uber. Je rappelle, Uber ne vous embauche pas officiellement, c'est pas de l'emploi formel, et pourtant, vous risquez toujours de vous retrouver éloigné de ce service qui est entièrement basé sur un système, un algorithme de tarification dynamique. Cet algorithme-là est, encore une fois, basé sur les données produites autant par les chauffeurs que par l'autre force de travail invisible. Encore une fois, c'est les passagers, c'est vous et moi. Et tout ça, pourquoi ? Pour produire une intelligence artificielle de type particulier, c'est celle qui permet aux véhicules autonomes de circuler. Or, les véhicules autonomes sont un domaine qui est assez vieux. Il y a déjà 5 décennies de recherche sur le véhicule autonome, mais cette recherche est aussi complètement encombrée par des fantasmes.
par exemple, l'idée qu'on se fait des véhicules autonomes comme véritablement sans chauffeur. Et on s'imagine un peu une situation type un boudoir dans lequel chacun serait là tranquille en train de boire son cappuccino alors que le véhicule roule tout seul. Un véhicule autonome ressemble plutôt à ça. Donc il s'agit d'un véhicule qui est surtout doté d'un lidar. Donc c'est ces petits dispositifs que vous voyez sur le toit. Il s'agit au fait d'un radar doublé de laser et capteurs qui sert à enregistrer l'environnement. Et ce qui est important à souligner, en effet, voilà, donc là, il y a une passagère et donc ce véhicule est capable, par exemple, de détecter cette femme qui traverse ou alors ce vélocipédiste qui surgit derrière. Mais l'idée qu'il faut vraiment retenir pour revenir aussi au rôle des microtravailleurs et microtravailleuses qui sont nécessaires pour faire circuler un véhicule comme celui-là, et que les images enregistrées par un véhicule autonome ont besoin d'être traitées. Et donc les traiter, on le fait comme ça. Donc en gros, ces images sont captées, envoyées à des personnes qui, sur des plateformes spécialisées, réalise un travail extrêmement fastidieux et mal rémunéré d'annotation, enrichissement, étiquetage, détourage des images. De cette manière, elles apprennent à différencier des autres voitures par des bâtiments ou alors encore à savoir que là c'est un feu de signalisation et ainsi de suite. Si ça vous rappelle quelque chose, c'est-à-dire reCAPTCHA, on va y revenir parce que c'est exactement ça. Entre-temps, les plateformes qui réalisent ce type de travail sont des plateformes de type particulier. Et là, donc voilà, ça c'est une image qui est encore une fois tirée de Mighty AI, qui est la filiale intelligence artificielle de Uber même. Mais voilà, ça c'est quelque chose de très important, mais c'est Uber décrit les personnes qui travaillent sur Mighty AI et qui donc annotent ces images comme voilà, des jeunes, une vingtaine d'années, blonds, blancs, à casquette. Il y a un peu de mansplaining, lui qui dit « Ah tiens, regarde, il y a une voiture qui passe par là ». La réalité, nous on la connaît déjà parce qu'en fait, il s'agit de personnes qui sont légèrement moins blondes et qui très souvent travaillent depuis des pays à faible revenu moyen. On a, dans le cas des pays francophones et des intelligences artificielles francophones, on a le Madagascar, le Cameroun, le Sénégal, le Mali, mais dans le cadre d'autres plateformes et d'autres intelligences artificielles anglophones, c'est plutôt l'Inde et d'autres pays. On va y revenir. Donc Amazon Mechanical Turk est peut-être l'exemple le plus, désormais historique, le plus célèbre de plateformes sur lesquelles on peut embaucher des êtres humains en tant que service. Donc Humans as a Service. Si Jeff Bezos a choisi ce nom-là pour sa plateforme d'entraînement d'intelligence artificielle, c'est parce que il s'est inspiré d'un célèbre robot. On va voir très vite que c'est un robot, c'est une façon de parler, hein, mais donc c'était un joueur d'échecs mécanique déguisé en ottomane, inventé par le baron von Kempelen en 1769 à la cour d'Autriche. Il s'agissait en réalité de la première intelligence artificielle, soi-disant, parce que cet automate était censé simuler les processus cognitifs d'un joueur d'échecs pour pouvoir, en effet, challenger et battre finalement des joueurs humains. Toujours est-il, il y avait une petite ruse. En réalité, il y avait un être humain caché à l'intérieur de ce robot. Et qui était-il, cet être humain? Bon, plusieurs hypothèses ont été proposées dans les années, dans les décennies, au fait, qui ont suivi l'introduction de cette invention. Donc, certains disaient qu'il s'agissait d'un soldat qui avait perdu ses jambes en guerre, d'autres qu'il s'agissait d'une personne bossue, d'autres encore parlaient d'un enfant très maigre qui pouvait donc faire bouger les bras du Turc mécanique. Edgar Allan Poe, qui était un raciste phénoménal, disait qu'il s'agissait d'un Italien brun et bossu lui aussi. Donc voilà. Mais c'est très important de souligner qu'à aucun moment on a eu droit à une hypothèse du type c'était un grand maître des échecs.
à l'intérieur, il y avait toujours quelqu'un qui se cachait, qui était un travailleur déqualifié, parce que handicapé, parce que considéré comme le migrant de l'époque, évidemment, ou parce que mineur au sens de enfant. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve sur Amazon Mechanical Turk, parce que Amazon Mechanical Turk n'est pas une plateforme sur laquelle vous pouvez embaucher ou recruter à la tâche des sublimes du code. Vous ne trouvez pas des ingénieurs ni des informaticiens. Vous n'avez au fait pas besoin d'avoir des compétences d'informaticien pour travailler sur Amazon Mechanical Turk. Vous devez être déqualifié. On cherche du travail qu'on puisse payer à la tâche, comme par exemple, un travail qui consiste à écouter des morceaux de conversation ou, encore une fois, taguer des images et ainsi de suite. Et ça sert à quoi? Ça sert à réaliser ce procédé magique qu'on vous vend partout dans la presse, l'apprentissage automatique. L'apprentissage automatique veut dire que vous devez enseigner à vos robots et à vos intelligences artificielles à faire ce qu'elles promettent de faire. Mais cet enseignement n'est pas automatique, loin de là. Il faut que quelqu'un enseigne, et c'est des personnes qui sont recrutées sur Amazon Mechanical Turk et qui sont payées très, très peu. Ça, c'est des vraies tâches publiées sur Amazon Mechanical Turk. Il y a des gens qui sont payés 3 centimes, 1 centime, 0 centime même. C'est pour réaliser des tâches qui, en réalité, sont extrêmement simples. Dans l'idéal, vous devez pouvoir les réaliser en quelques secondes ou en quelques minutes, tout au plus. Voilà, il s'agit de retranscrire, de traduire un bout de phrase, de copier-coller des adresses e-mail et ainsi de suite. Mais évidemment, la situation est extrêmement complexe du point de vue de l'encadrement contractuel de ces personnes. Il ne s'agit pas de personnes qui signent un véritable contrat de travail au sens d'emploi formel. Ils signent tout au plus, ou plutôt ils acceptent tout au plus, des conditions générales d'usage ou des contrats d'adhérents ou des contrats de partenaires, un peu comme Uber le fait, où Uber n'a pas des salariés, il dit avoir des partenaires. De la même manière, voilà, ces personnes-là, ces micro-travailleurs, ces tâcherons du clic, sont considérés comme des partenaires ou des participants chez Amazon Mechanical Turk. Mais il s'agit bien de personnes qui, à la fin de leur mois, reçoivent cette microfiche de paye qui résume, par exemple, toutes les tâches qu'ils ont réalisées. Et très souvent, donc on a grosso modo dans le monde mes propres recherches en France l'attestent jusque-là, deux types de micro-travailleurs. D'une part, des personnes, souvent des femmes, à majorité c'est des femmes, qui habitent le nord industrialisé et qui réalisent ces tâches comme un complément de revenus. Et de l'autre côté du monde, c'est plutôt une force de micro-travail masculine, ou plutôt à majorité de personnes qui s'identifient comme hommes et qui, en plus, réalisent ça comme leur activité principale. Donc vous avez entendu effectivement les deux travailleuses interviewées dans cet extrait qui racontaient le rythme de travail, travailler 48, 60 heures par semaine pour réaliser ce qui, dans le contexte de Madagascar, représente un salaire par ailleurs, si c'est 200 euros par mois, qui dépasse simplement le salaire moyen malgache. Donc la question est que Amazon Mechanical Turk n'est pas la seule plateforme au monde. D'ailleurs, c'est l'une des plus petites. Elle fait à peine 500 000 micro-travailleurs. Il y en a d'autres. Tous les grands GAFAM se sont dotés de plateformes comme celle-là. Par exemple, Microsoft a créé une plateforme qui s'appelle UHRS, qui est la version moins sexy forcément c'est Microsoft, de Amazon Mechanical Turk. En Chine, on a des véritables géants de l'économie du micro-travail, comme par exemple Jubajie. Jubajie fait 15 millions de micro-travailleurs. Alors, encore une fois, par rapport à 1,5 milliard de Chinois, mais encore une fois, c'est 15 millions de personnes. Et en France aussi. Nos propres estimations nous ont permis de voir qu'en France, on a 266 000 personnes qui micro-travaillent, du moins de manière occasionnelle. Quand même, on a face à ça aussi 28 plateformes qui sont actuellement présentes en France, qui sont autant des plateformes françaises que des plateformes étrangères sur lesquelles les citoyens français peuvent réaliser des micro-tâches. Et donc,
évidemment, il ne faut pas oublier, et là on revient à la question de comment on servicialise non pas le travail, mais le vivant même, la vie tout entière, life as a service, quand on tombe sur des plateformes comme Google. Google est un exemple remarquable du troisième type de digital labor, qui n'est pas celui des micro-tâcherons, mais celui de vous et moi. Donc Google a sa propre plateforme de micro-travail qui s'appelle Rater Hub. Ça, c'est pas la vraie capture d'écran, c'est une restitution. Mais donc, grosso modo, chaque fois que vous recherchez un terme ou une phrase sur Google, quelqu'un à l'autre bout du monde regarde ce que vous avez recherché, c'est extrêmement inquiétant, et en plus vérifie que le moteur de recherche est bien donner une réponse cohérente et pertinente par rapport à votre demande. Et donc, et ces personnes sont recrutées, encore une fois, grâce à cette plateforme. Mais Google a une particularité, Google et d'autres, a une particularité. Grâce à la masse énorme de ses utilisateurs, Google peut se servir de vous et moi pour faire ce même travail sans le rémunérer. Parce que finalement, à chaque fois qu'on utilise le moteur de recherche de Google, on est en train d'entraîner le moteur de recherche de Google. Ou à chaque fois qu'on se sert de Google Translator, on est en train d'apprendre à Google Translator si la traduction proposée est pertinente ou pas. Et parfois, on a droit à des dispositifs comme celui-là, donc un service. Donc je sais que dans la salle, il y a des personnes assez âgées, comme moi, pour avoir connu la première version de CAPTCHA. CAPTCHA, ou plutôt reCAPTCHA, ça c'est la version de Google. reCAPTCHA était un service de Google qui vous permettait de vous identifier, de montrer que vous n'êtes pas un robot. Et vous pouviez faire ça à chaque fois que, par exemple, il fallait récupérer un mot de passe ou laisser un commentaire désobligeant sur votre forum préféré. Voilà, il fallait retranscrire ces mots difficiles à lire. Ces mots difficiles à lire, en fait, étaient tirés de Google Books. Et à chaque fois que vous retranscriviez ces mots, vous étiez en train d'apprendre à un logiciel de lecture textuelle, finalement, à interpréter les versions scannerisées du texte de Google Books. Donc vous étiez en train de travailler pour Google Books. Mais à un certain moment, en 2015, Google s'est retrouvé au centre d'un recours collectif, une class action, dans l'État américain du Massachusetts. 150 personnes ont demandé à être requalifiées en employés de Google pour avoir réalisé pendant des années ce travail d'entraînement d'algorithmes de reconnaissance textuelle. Et Google a eu chaud, parce que même si à la fin ils se sont accordés pour ne pas poursuivre cette class action, ils ont décidé du jour au lendemain de remplacer le vieux CAPTCHA qu'on connaissait tous et toutes par la nouvelle version, donc celle que vous connaissez aujourd'hui, No CAPTCHA, reCAPTCHA. Donc ça ne s'invente pas. Ils ont tout simplement mis un non pour nier devant, c'est la dénégation même, et remplacer en plus le système qui n'est plus désormais un système de retranscription de mots, mais un système de reconnaissance d'images. Donc pendant quelques années, on a entraîné des algorithmes de reconnaissance des formes sur Google Images, mais désormais, je crois que vous avez toutes et tous eu affaire à ça. Vous faites quoi quand vous cliquez sur No CAPTCHA et reCAPTCHA? Voilà, mais vous avez des chats, vous? Parce que moi, j'ai un autre type d'objet. Des voitures, exactement. Et vous savez comment s'appelle vous connaissez le nom Waymo? Waymo, c'est la branche voiture autonome de Google. Surprise, surprise, on est encore en train de bosser pour eux. Et là, effectivement, c'est une manière de montrer à quel point non seulement il y a une mise au travail du vivant, parce que des personnes, des êtres vivants sont mis au travail, par exemple sur les plateformes du micro-travail, sur les plateformes même de livraison, de transport, etc. Bah parce que nous-mêmes, nous nous retrouvons dans cette situation absolument surréelle d'entraîner des algorithmes à nos heures, voilà, pendant nos vies de tous les jours. Et donc en plus, il y a le fait très connu de la production de contenu pour Facebook, et pas mal de personnes, collègues à moi, ont
insisté sur le fait que Facebook est en réalité une usine à contenu et que même le fait de mettre en ligne les photos de nos chatons ou de nos vacances constitue un travail qu'on réalise pour Google. Personnellement, je ne suis pas entièrement d'accord. J'adore les chatons, c'est pour ça que je vous en propose plein. Parce qu'en réalité, Facebook, Google, les autres grandes plateformes, quand vous mettez en ligne une photo de votre chat adoré, en réalité, ne voit pas un chat. Ils s'en foutent du chat. En réalité, ce qu'ils voient, c'est des métadonnées. Ce qui est important pour eux, c'est en gros la marque de l'appareil que vous avez utilisé, parce que normalement, c'est une bonne approximation de votre niveau de revenu, et l'adresse IP, parce que c'est une autre bonne approximation de votre revenu. Et peut-être la communauté ou le groupe dans lequel vous partagez vos photos de chat, parce que c'est une indication de vos préférences et de vos orientations commerciales ou même politiques, mais même sexuelles. Et donc, ce qui est beaucoup plus important pour ces plateformes, c'est les données que nous-mêmes produisons. Donc, ces données sont, par exemple, les likes, les partages, les j'aime, ou alors les réactions qui servent à entraîner des algorithmes de type particulier qu'on appelle les algorithmes de sentiment analysis, l'analyse des sentiments. Et je termine avec ça, avec la question de la modération de contenu. On revient à ce qu'on évoquait au début dans l'extrait, donc des personnes qui sont recrutées pour faire de la modération de contenu, malgré le fait que les grandes plateformes à la Facebook insistent depuis des années sur le fait que c'est des intelligences artificielles, c'est l'algo qui filtre ces contenus. Donc, encore une fois, il y a des plateformes spécialisées, des plateformes comme Appen ou comme Zero Chaos, mais ces plateformes-là, en l'occurrence, ont toujours un petit décalage cognitif par rapport à ce qu'ils racontent de leur activité à leurs investisseurs ou clients. Par exemple, elles se présentent comme des plateformes faites par des personnes très instruites, très blondes, encore une fois, très blanches, alors que leur force de travail est faite par des personnes qui sont plutôt installées aux Philippines ou au Bangladesh dans ce cas précis. Je termine avec cette image qui nous vient du géographe de Oxford, Mark Graham, qui est un collègue qui travaille depuis plusieurs années, depuis 2013 en fait, sur la géographie de l'entraînement d'intelligence artificielle et qui montre dans cette... Bon, c'est une cartographie parmi d'autres et pas des plus récentes. Encore une fois, elle remonte à 2013. C'est des plateformes anglophones dans lesquelles donc, chaque pays qui produit des microtâches donc, d'entraînement d'intelligence artificielle est représenté par un cercle. Si le cercle le plus important, c'est évidemment que plus de microtâches sont produites. Les pays avec un cercle rose sont en fait des pays dans lesquels on achète des microtâches, on achète du digital labor, et les pays rouges sont les pays dans lesquels on produit. Encore une fois, on voit un énorme décalage entre les États-Unis, le Canada, l'Australie, mais aussi la France et l'Angleterre, qui sont des pays dans lesquels l'intelligence artificielle est produite et qui achètent les microtâches et qui achètent du digital labor humain et qui donc sont marqués en rose, et des pays en rouge qui donc produisent ce micro-travail. Il y a disons deux notes de bas de page que je dois faire comme en guise de légende. C'est une image vraiment... qui est même à la limite surannée. 2013, c'était vraiment une autre époque. Il y a un absent dans cette cartographie, la Chine. La Chine, désormais, est à moitié rose et à moitié rouge. C'est-à-dire que c'est autant un pays de production d'intelligence artificielle qu'un pays dans lequel on trouve une main-d'œuvre à bon marché, une micro-main-d'œuvre, certainement. Et question encore plus importante, c'est une plateforme anglophone, donc vous voyez même la reproduction de certaines asymétries et certains équilibres coloniaux ou post-coloniaux. Donc par exemple, les Philippines et l'Inde sont surreprésentés, et il y a une absence remarquable, toute l'Afrique. Et c'est à cause du fait que l'Afrique, vous la voyez, si vous commencez à vous poser la question, qui produit les intelligences artificielles françaises ?
Questions que nous, on se pose, on se les posait avec Henri dans le cadre de ce documentaire, on se le pose et on étudie depuis longtemps justement des pays africains qui fournissent la main-d'œuvre à nos intelligences. Je termine avec une conclusion. La menace que l'automatisation fait peser sur la société n'est pas le grand remplacement futur des humains par les robots. Encore une fois, il faudrait mettre des S là, j'aurais dû relire, mais la mise au service du travail humain et de la vie tout entière, c'est-à-dire la transformation dans un service pour les intelligences artificielles. Merci à vous.